bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui je suis ravie de vous présenter ce point lecture parce qu'il est ponctué de 2 coups de cœur et après il y a eu 2 très bonnes lectures. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Savage Love de Fanny Twice, un duo d'autrices publié chez Cherry Publishing. C'est un livre que j'ai reçu en service presse mais que j'avais vraiment très hâte de découvrir. Tout simplement parce que j'avais découvert avec Soen la plume de ce duo d'autrices et j'avais vraiment adoré cette romance. Du coup je me suis dit il fallait absolument que j'en lise d'autres. Et donc quand on m'a proposé ce livre en service presse, je n'ai pu que dire oui. J'étais enchantée de découvrir cette histoire et je dois dire que j'ai été captivée par la plume de ces autrices dès les premières lignes. Il faut savoir que dans cette histoire on va suivre Callie. Callie est majeure mais Callie a une vie atypique. Il lui est arrivé un accident, on ne sait pas lequel, du moins au début, et cet accident aura bouleversé son quotidien. C'est-à-dire que suite à cela, elle se retrouve paraplégique en fauteuil roulant donc, et elle va passer le plus clair de son temps dans un centre de rééducation pour essayer de retrouver le maximum de mobilité et aussi se débrouiller par elle-même. Dans ce centre, elle va faire la connaissance de Zach. Zach est lui sportif, un sportif de très haut niveau d'ailleurs, mais suite à une blessure à l'épaule, il va se retrouver en rééducation là-bas. Zach et Callie n'ont rien en commun. Callie est la fille sage, tout point parfaite, et Zach est plutôt un mauvais garçon, du moins en apparence, mais pourtant, même si tout les oppose, ils vont trouver ce petit fil conducteur qui va les attirer l'un vers l'autre et qui va les permettre de guérir. Comme je vous l'ai dit, cette lecture m'a envoûtée dès les premières lignes. J'ai été captivée par cette plume qui est fluide, addictive et qui m'a emportée totalement, avec des descriptions qui sont vraiment très bien menées. Je peux l'affirmer de par la thématique qui est mise en avant dans ce roman, tout simplement puisque moi par mon métier je travaille avec des personnes âgées, des personnes handicapées. J'effectue des transferts assez couramment de personnes en fauteuil, au lit, au fauteuil, au canapé, etc. Et donc à travers ces descriptions je me suis revue faire ces mêmes gestes au travail, et donc c'est un très bon point pour ces autrices parce que l'histoire est vraiment plongée dans le réalisme. On va avoir toute une partie qui va concerner l'autonomie, la perte de ses choix, le fait de devoir dépendre de quelqu'un qui est très difficile. C'est des sujets qui sont vraiment très sensibles et pourtant très importants. De plus, nous avons des personnages qui sont hyper touchants comme Callie. Callie, elle est forte, elle est pleine de volonté. Callie, c'est le genre de femme qui ne supporte pas qu'on fasse tout à sa place, comme à un moment en fait au début du livre, je ne vous spoile pas, sa maman va lui tartiner son pain et comme elle dit, certes j'ai plus mes jambes mais je suis capable de tartiner mon pain. Callie ne rêve que de liberté, ne rêve que de pouvoir vivre sa vie comme tout le monde. Je me suis vraiment attachée à cette jeune femme dès les premières lignes, je n'ai pas pu faire autrement. Et Zach, lui, c'est un garçon qui peut paraître dur, du moins on a l'impression que c'est quelqu'un d'assez malfamé, puis on s'aperçoit très rapidement que sous son apparence qui paraît assez infranchissable, c'est en vérité une véritable guimauve. C'est un mec extraordinaire, plein de cœur, plein d'humanité, et je suis totalement tombée in love de ce protagoniste masculin. La famille est également mise à l'honneur dans ce roman parce que nous allons faire la connaissance de la famille de Callie qui est très présente, très protectrice, qui est d'un milieu assez huppé, puis nous allons faire connaissance un peu avec la famille de Zach qui est tout à l'opposé, et sa petite sœur, elle est pétillante, elle est incroyable. Et la famille de Callie, même si moi exaspère à certains moments, je pense qu'on aimerait tous avoir une famille aussi serviable, aussi proche, qui est toujours là les uns pour les autres. Je trouve ça vraiment très beau. Je trouve que Fanny Twice, elle exploite des thématiques qui sont assez fortes, mais pourtant il y a toujours cette petite touche de bienveillance. Il n'y en a ni trop ni pas assez. On sent qu'elles ont fait des recherches sur les sujets. On sent que la psychologie des personnages est vraiment bien menée, et je vous assure que ça ne peut que vous propulser d'autant plus fort dans cette histoire. Tout va au-delà des préjugés et des apparences, et franchement j'adore ça parce que j'aime voir quand quelque chose qui a l'air d'être
tel quel ne l'est en réalité pas du tout. Je trouve ça fortement beau. Pour éviter tout spoiler, je vais m'arrêter là, mais en bref, c'est une histoire qui est vraiment belle, qui est très touchante et fortement incroyable, et je ne peux que vous conseiller de foncer la lire. Et puis personnellement, moi j'aime beaucoup cette couverture qui est très mystérieuse. Je vais passer à la lecture d'un petit graphique qui est une bonne lecture, qui n'est pas la lecture du siècle et qui m'a laissé un avis assez mitigé quand je l'ai terminé, et pourtant j'ai quand même très hâte de lire la suite. Il s'agit du premier tome de Deep Scar de Rossella Sergi et c'est publié chez les éditions H2T. Dans cette histoire, nous allons suivre Sophia. Sophia est une jeune fille qui vit apparemment à la campagne avec ses parents, son petit ami, et pour ses études, elle va partir à Turin. Donc il faut savoir que ses parents sont très près d'elle, son petit ami aussi, on dirait qu'elle est un petit peu soumise à son mode de vie, et lorsqu'elle va arriver à Turin, elle va rencontrer sa nouvelle colocataire qui est elle complètement délurée, et elle va rencontrer l'ami de sa colocataire, ami masculin, qui lui est le beau gosse assez ténébreux. Voilà, je vais vous en parler plus en détail plus tard, vous comprendrez. Donc, quand Lucas, le copain de Sophia, va voir la colocataire et l'ami de cette colocataire en question, il va avoir des réticences et va dire: écoute, moi je veux pas que tu vives là, ces gens sont assez malfamés. Enfin voilà, il va se fier vraiment à tous ses préjugés. Sophia va vouloir laisser une chance à Veronica, qui est sa nouvelle colocataire, et aussi à Lorenzo, ce garçon mystérieux, parce qu'elle ne les connaît pas, qu'elle ne veut pas se fier à ça. Elle va dire à son copain de s'occuper un petit peu de ses affaires, lui va retourner chez eux, et elle va essayer de vivre un petit peu cette histoire. Donc voilà un petit peu le résumé. Nous allons suivre Sophia dans sa vie universitaire et ces nouvelles rencontres, relations, parce qu'il faut savoir que forcément les personnes qui vont l'entourer ont une façon de vivre totalement différente de la sienne. Ils sont un peu plus fêtards, ils sont un peu plus délurés, un peu plus social, tandis qu'elle est plus retranchée, bonne élève, dans son coin. Donc je sais pas vous, mais moi le scénario, quand je l'ai lu, je me suis cru voir lire After il y a plusieurs années de ça. C'est ce côté manque d'originalité qui m'a chagrinée, parce que pour moi Sophia c'était Tessa, le petit ami de Sophia c'était celui de Tessa également, Lorenzo pour moi c'était un Hardin, et Veronica c'était la colocataire de Tessa dans After, je me souviens plus du prénom qu'elle porte. Donc voilà, ce petit côté là m'a totalement gênée. J'espère que dans la suite des aventures de Deep Scar, c'est une quadrilogie, ça va un petit peu différer. C'est ce manque d'originalité qui m'a titillé. En dehors de ça, même si l'histoire avance un petit peu vite, que j'ai eu l'impression qu'il y avait quelques manquements à certains passages, que je suis revenue plusieurs fois des quelques pages en arrière pour être sûre de ne pas avoir loupé des événements, je me suis laissée prendre dans cette histoire qui est somme toute déjà vue. Sophia, c'est elle une jeune femme assez naïve. J'ai eu l'impression que malgré tout, derrière son côté naïf et son innocence, elle cache un passé beaucoup plus sombre qui la relierait peut-être au protagoniste qui est Lorenzo, mais ça ce n'est que des suppositions. Je n'en ai aucune idée, c'est la sensation que j'ai eue en lisant ce livre. Quant aux proches de Sophia, je les ai trouvés très oppressants. Je sais pas, ils étaient tellement sur elle, tellement protecteurs, tellement tout, que j'avais l'impression que Sophia n'avait plus aucun libre arbitre. Quant à Lorenzo et Veronica, il y a cette part de mystère qui est cultivée les concernant, donc je vous avoue que je suis très curieuse. Je suis à la fois pas très réceptive au personnage principal, et pourtant je suis curieuse de savoir comment les choses vont évoluer. Quant au style graphique, lui il est très caractéristique du shoujo, avec des traits fins, épurés, pas trop de détails, et pourtant l'émotion transparaît, et j'aime beaucoup ce style là, donc je me suis vraiment laissée porter. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre des photos du style graphique. Il faut que je pense à faire ça lorsque je vous fais les montages, puisque je me suis dit que c'était peut-être plus agréable que quand je vous mettais tout simplement des captures d'écran, ou en ouvrant simplement le livre devant vous, c'est peut-être un petit peu moins parlant. Donc en résumé, c'est un bon début de premier tome qui m'a laissé un sentiment assez mitigé, même si j'ai passé un moment assez plaisant. Je vais passer à mon plus gros coup de cœur de l'année. Si vous suivez les vlogs, si vous me suivez sur Instagram, à mon avis vous devez savoir de quel livre je parle. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas, le lien de tous mes comptes sont en barre de description. Il s'agit de
Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez les éditions de Sassus. Et ici, nous avons le premier tome, La Maison de la Terre et du Sang. Donc, c'est une histoire très très complexe de fantasy. Je vais le tenir à deux mains puisqu'il est assez lourd. Et ici, nous allons suivre Bryce. Bryce est une jeune femme qui est mi-faée, mi-humaine. Elle vit une vie de fêtarde complètement délurée en compagnie de sa meilleure amie. Elle travaille chez un antiquaire qui est pas forcément très honnête. Puis un jour, en fait, il va relever un drame dans sa vie. Elle va rentrer d'une fête et elle va découvrir sa meilleure amie ainsi que toute la meute de loups complètement décimée. Suite à cela, elle va être complètement anéantie, elle va être interrogée, tout ça, et puis on va suspecter quelqu'un, mais 2 ans plus tard, d'autres meurtres du même acabit ont lieu. À ce moment-là, le gouverneur, l'archange de la ville de Lunation, qu'on connaît plus sous le nom de Crescent City, va la mettre sur l'enquête en côté d'un ange déchu qui s'appelle Hunt. Tous deux vont essayer de mener l'enquête, mais l'enquête va les emmener dans des terrains beaucoup plus profonds et les royaumes démoniaques ne sont pas très loin. Voilà tout ce que je peux vous en dire au niveau du résumé principal. C'est une histoire très complexe, très intéressante et j'ai vraiment aimé celle-ci. Sarah J. Maas, elle nous embarque dans une histoire qui est beaucoup plus sombre que ce à quoi elle nous a habitués avec ACOTAR, avec Keleana, qui sont des séries fantastiques beaucoup plus young adulte. Là, nous sommes vraiment totalement de l'adulte. Nous avons un style beaucoup plus complexe, mais qui n'en est pas moins passionnant et moins addictif. Bien au contraire, je n'ai pas vu défiler ces 955 pages. Franchement, j'ai pris un pied d'enfer à me plonger dedans. Le récit, lui, se découpe de telle façon. Nous avons une première partie qui va mettre en place l'univers, nous décrire un petit peu Crescent City, ses créatures, parce que nous avons des vampires, nous avons des loups, des métamorphes, des faées, des anges déchus, des archanges et plein d'autres sous-catégories avec une hiérarchie de toutes ces créatures fantastiques. Donc voilà, on est bercé dans cette description au tout début et ensuite on va mettre en avant la vie de Bryce avant avec sa meilleure amie, les relations qu'elle entretenait avec celle-ci et la meute, et là arrive l'élément déclencheur du récit, c'est-à-dire le drame. Suite à ce drame, nous allons suivre la descente aux enfers de la protagoniste principale et après nous allons avoir les autres drames qui vont avoir lieu et là nous sommes vraiment bercés dans l'enquête, les révélations et à la fin nous avons un feu d'artifice total où nous sommes absorbés dans tout ce qui se passe. Nous avons de l'action, des révélations de fou, on est tenu en haleine et on ne peut plus lâcher le récit des yeux, du moins ça a été le cas avec moi. Toutes les questions qui sont soulevées, certaines ont été assouvies au niveau des réponses, mais d'autres sont encore en totale suspension. J'ai vraiment hâte que le tome 2 sorte et soit traduit parce que franchement j'ai adoré cet univers d'urban fantasy qui est très original. Pourquoi je dis qu'il est très original? Parce que d'habitude on voit toujours les mêmes schémas en urban fantasy avec des vampires, des loups-garous, un monde qui ressemble au nôtre. Là, même si nous avons un monde qui ressemble au nôtre mais qui se trouve des années plus loin de notre ère, tout est différent, tout est mis en avant de façon très complexe. Nous avons un fonctionnement politique qui rend le tout assez original avec une hiérarchisation des créatures au travers de leur standing et l'histoire qui leur correspondent est d'autant plus originale. Nous avons d'autres mondes parallèles qui sont soulevés, nous avons tout un historique, enfin nous avons vraiment une frise historique intéressante, nous avons des modes de vie intéressants, nous avons des créatures qui coexistent ensemble, qui cohabitent et qui vont contribuer à cette atmosphère politique qui permet de maintenir la ville de Lunation en place. Nous avons des personnages qui sont d'autant plus matures et intrigants, mêlés à tous ces périples. Enfin, j'ai été totalement subjuguée par cette histoire, par tout ce qui les concerne. Nous n'avons pas que des personnages principaux qui sont intéressants. Bryce, elle, bien sûr, c'est notre héroïne principale, on va la suivre. On va suivre sa psychologie qui est ultra bien menée. Nous ne sommes pas dans une histoire où tout se passe trop vite ou trop lentement. Non, nous avons vraiment des caractères qui sont développés de A à Z, avec une psychologie qui est
d'autant plus réaliste de par tout ce qui se passe, la façon dont elle réagit. Nous avons un protagoniste masculin principal qui est lui incroyablement mystérieux, qui est charismatique, qui attise la curiosité. Nous avons des pics avec des touches d'humour. Nous avons des personnages principaux qui sont d'autant plus importants parce qu'ils ont des liens directs avec tout ce qui se passe, avec la hiérarchisation de Lunation, avec tout le contexte politique, et nous avons des révélations qui vont toucher au deuil, à la famille. Moi j'ai beaucoup aimé les thématiques sombres que Sarah J. Maas aborde. Comme je vous ai dit, bon, nous avons la famille, le deuil, nous avons également tout ce qui touche aux problématiques d'une grande ville, telles que le trafic de drogue, et tout ce qui en découle, et j'ai trouvé ça d'autant plus passionnant, plus réaliste, plus percutant, et j'ai adoré. De plus, la magie est très particulière dans cette ville, on ne devient pas immortel comme on le croirait, enfin ouais, je peux pas trop vous en dire, mais c'est vraiment incroyable, il faut le lire, il faut le comprendre. J'ai été envoûtée, et faut que j'arrête parce que je crois que je pourrais en parler pendant des heures. Cette fois-ci, je vais aller beaucoup plus rapidement pour vous parler de cette histoire, tout simplement parce qu'il s'agit d'un tome 11. Oui, où est-ce que j'en suis à un tome aussi loin? Bah, il s'agit bien entendu de Princesse Sarah, de Holworth, Moretti et du Clos. Ici, nous sommes dans le nouvel arc que j'ai entamé avec le tome 10. Donc, suite aux événements qui se sont passés, Sarah est contrainte par un certain homme à concevoir des automates. Elle va se retrouver en quelque sorte assez prisonnière. Il va falloir qu'elle se sorte d'une certaine galère. Et en même temps, nous allons suivre ses amis qui vont essayer de la sortir de ce pétrin. Voilà, j'en dirai pas plus pour le résumé afin d'éviter tout spoiler. Donc il faut savoir que cette histoire, elle va se dérouler en 2 temps. Nous suivons dans un premier temps Sarah et James dans leur pétrin qui vont essayer de se sortir de celui-ci, et de l'autre on va suivre les proches de Sarah qui vont mener une enquête qui s'avère très compliquée et qui va mettre en avant des relations d'amitié d'autant plus importantes. Le point positif de ce tome, même si j'ai trouvé qu'il allait très vite dans l'action, dans les péripéties, c'est qu'il va mettre enfin le personnage de James en avant. Un personnage que je trouvais assez effacé par rapport au caractère fort des femmes de cette bande dessinée qui sont vraiment bien mises en avant, parce que je dirais que cette histoire a un côté assez féministe, mais cette fois-ci James prend enfin du plomb dans la tête, il est en avant, on voit un peu plus ses qualités et c'était très appréciable. Quant aux illustrations, je me suis toujours délectée de la beauté de celle-ci. Cette fois-ci je ne vous mettrai pas une planche des illustrations parce que je vais éviter de vous spoiler. Néanmoins dans les vlogs je vous montre toujours des petits détails concernant les œuvres graphiques que je lis, donc n'hésitez pas à les visionner si vous êtes curieux. Mais en tout cas ce tome est très riche en action et on a un cliffhanger de folie à la fin, donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 12 et après il me restera plus que le tome 13 à lire et je serai enfin à jour. Voilà, ce sera tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas moi j'ai été ravie de vous le tourner, j'ai pris un plaisir d'enfer à vous parler de cette très belle lecture. N'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous tentent en commentaire ou si vous les avez lus. N'hésitez pas à me donner votre avis, je suis curieuse, qu'il soit positif ou négatif. On s'en fout, en fait, on est là pour partager et simplement dire ce que l'on pense. On a le droit d'aimer, de pas aimer, ainsi de suite. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, à liker, partager, commenter. Comme vous le savez, ça me fait toujours plaisir, ça permet de faire vivre la chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!